3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est à nos côtés, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Didier Borowski de nous accompagner également. Bonsoir Didier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute et Aymeric Didet avec nous également. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gérant à ce stade, Aymeric? Je le disais, la phase de digestion s'accélère un peu aujourd'hui. On voit un petit retour de volatilité sur les marchés actions, une volatilité toujours importante sur les marchés obligataires, sur les marchés de taux. Est-ce qu'on est encore simplement dans la digestion du rallye de fin d'année ou est-ce qu'on est déjà un peu plus avancé dans une forme d'interrogation ou de doute peut-être sur le scénario qui a été joué en fin d'année par les marchés? Oui, c'est sûrement une remise à plat du scénario, parce que c'est vrai qu'on a eu les annonces qui ont été faites en décembre, donc du pivot, de la fin de la période de hausse de taux de la part de la Réserve fédérale américaine et éventuellement de la BCE, mais clairement, on est en train de prendre en compte un nouveau scénario et un timing qu'on va un tout petit peu, comme ce qu'on a fait à la baisse, on va le faire à la hausse, on l'a fait à la hausse, on va le faire à la baisse également, on va postponer les objectifs de timing de baisse de taux. Donc c'est vraiment ce qui est en train d'être pris en compte par le marché dans la période actuelle, où on se dit que finalement ça ne va pas baisser si vite que ça, et on va rester avec des taux un peu élevés pendant un certain temps. Ça, c'est vraiment ce qui est en train de prendre en compte le marché. C'est pour ça que les taux longs qui avaient fortement baissé, anticipant quelque part une baisse rapide des taux courts de la part des banquiers centraux, sont en train finalement d'intégrer un scénario où finalement on va prendre le temps de mesurer. On l'a vu de la part de la Fed, ça c'est historique. Madame Lagarde, évidemment, dans ses discours, ne déroge pas à la communication, toujours suiveuse de ce qu'annonce la Fed. Malheureusement, on ne s'attend pas à des idées positives de Madame Lagarde. Ça serait un vœu pieux, mais clairement, le marché intègre aujourd'hui le fait qu'on va avoir des taux élevés pendant un certain temps, et c'est ça qui fait redescendre un peu les marchés, un peu seulement. Et ce décalage effectivement du calendrier de baisse de taux, il commence par le décalage de la première baisse de taux anticipée de la Réserve fédérale américaine dans l'esprit des investisseurs. La BCE sera suiveuse, vous le dites, Aymeric. Ce qui compte, c'est donc le timing de la première baisse de taux de la Fed, en l'occurrence. Exactement. Il faut savoir que les anticipations aujourd'hui, elles étaient quasiment à 70% dans le consensus pour une baisse de taux d'ici mars. Ouais. Donc on était quand même extrêmement élevé aujourd'hui dans les anticipations des analystes. Aujourd'hui, on est en train de faire baisser, on le voit, ce matin on n'était déjà plus qu'à 60, on sent que ça va être repoussé, et clairement on ne serait pas étonné qu'on descende rapidement à 50 voire en dessous pour justement une première baisse de taux d'ici mars. Bon, donc, avec des marchés très volatiles au fur et à mesure des données. J'ai en tête la semaine dernière, alors il y avait eu le CPI et puis ensuite les prix à la production, le PPI était une surprise à la baisse à nouveau, donc le marché tout de suite s'est rassuré dans l'idée qu'il y aurait des baisses de taux rapides. Puis là c'est les ventes au détail qui viennent montrer qu'il y a encore un régime de consommation important aux États-Unis. Enfin, d'une donnée à l'autre, le marché peut changer de pied instantanément, d'une certaine manière. Oui, ça c'est devenu un peu le quotidien des gérants. On est obligé d'adapter son scénario. Après, il faut quand même avoir un scénario global, central, sur lequel on va se tenir pour le moment, qui est un scénario quand même un tout petit peu positif et constructif pour l'année 2024. Parce que, quoi qu'il en soit, on devrait quand même avoir à un moment de l'année des baisses de taux de la part des banques centrales. Je dis bien des banques centrales, à la fois de la Réserve fédérale et de la part de la BCE. Donc ça, c'est plutôt positif pour les investissements, tant pour les investisseurs obligataires que pour les investisseurs en actions. Donc c'est un scénario qui est quand même relativement positif. Après, à court terme, on doit quand même digérer déjà la hausse qu'on a eue exceptionnelle du mois de décembre. C'est un peu normal de la digérer début janvier. Maintenant, ça n'enlève pas le scénario global qu'on peut avoir à moyen terme, avec pas mal d'arbitrage par contre à réaliser, parce que justement les secteurs qui ont monté l'année dernière ne sont pas forcément ceux qui vont monter cette année, et là c'est toute l'adéquation en fait d'un portefeuille à une situation de court terme par rapport à une situation de moyen long terme. Très clair. On reviendra sur la partie investissement et ce qu'on peut projeter, alors dans une vision tactique et dans une vision peut-être plus stratégique. Sur le tempo des banques centrales et sur le tempo de la zone euro en tant que telle, Michel, là, qu'est-ce qui fait battre la croissance de la zone euro et qu'est-ce qui va pouvoir soutenir la croissance de la zone euro en 2024 ? À l'inverse, quels vont être les facteurs pénalisants ? Et quand vous faites un peu la somme de tout ça, qu'est-ce qui va caractériser cette année économique pour la zone euro ? Et ce que ça impliquera, bien sûr, pour la Banque Centrale Européenne. Alors nous, notre vue, c'est que la croissance va être molle, encore une fois.
en dessous de 1%. On a 0,8% de croissance pour la zone euro en 2024, donc pas très différent de 2023. La différence, pour faire écho à ce qu'Amérique a dit, c'est qu'effectivement, on voit beaucoup d'hétérogénéité. Donc des secteurs qui vont continuer à croître et des secteurs qui vont baisser. Et c'est vrai tant du côté des secteurs que du côté des composantes de la demande, du PIB. Alors les secteurs qui vont baisser, on pense évidemment à l'immobilier. Il y a tous les secteurs qui sont intensifs en énergie, la chimie par exemple, ça a beaucoup baissé 2022-2023, ça va continuer. Les prix de l'énergie sont encore à des niveaux trop élevés pour qu'il y ait une demande adressée à ces secteurs. Et bon, c'est deux exemples. Des secteurs qui. Et là, c'est des secteurs typiquement qui font face à un problème de demande cette fois. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, j'aurais pu le préciser, mais l'idée qu'on a depuis la pandémie, c'est qu'il y a eu des chocs de demande et d'offres, et qu'en moyenne, la demande a été supérieure à l'offre. C'est de moins en moins vrai. Et comme c'est de moins en moins vrai, il y a des secteurs où c'est plus le cas du tout. Ouais. L'immobilier ou la chimie, par exemple. Mais il y a des secteurs où c'est encore le cas, beaucoup d'activités de services. Et alors, une des idées qu'on a, c'est un fort rebond de la consommation cette année, un bon rebond, mais qui peut être très fort si les ménages des épargnes. Les taux d'épargne sont très élevés en Europe. Pourquoi ce rebond ? Parce qu'il y a, normalement, avec la désinflation et la croissance des salaires, la hausse des revenus d'intérêt, et puis une politique budgétaire qui ne change pas beaucoup, on aura du pouvoir d'achat. Et si en plus il y avait un peu de baisse du taux d'épargne, il y aurait de la consommation qui serait au rendez-vous. Et puis, alors après, on est plus prudent en ce qui concerne l'investissement des entreprises, tout ce qui est secteur investissement, biens en capital, machines-outils, parce que là, effectivement, les marges des entreprises ont été très élevées et on pense qu'elles sont amenées à se dégrader avec la hausse des coûts salariaux. Et donc voilà, il y a moins d'investissement. Donc c'est ça qui rend peut-être la lecture difficile. C'est plus fragmenté. C'est très fragmenté. Paysage. Donc on peut très bien imaginer aussi avoir beaucoup plus les hausses des taux. C'est pas imaginer, c'est très probable que les taux de défaut augmentent beaucoup, mais que ce soit cohérent avec une croissance molle et pas de dégradation majeure du marché du travail. Ouais. Je reviens, c'est un sujet de discussion passionnant dont on a déjà discuté plusieurs fois avec vous, Michel. L'aléa à la hausse du consommateur, de la consommation des ménages, avec des taux d'épargne stratosphériques en France et en Allemagne notamment. Qu'est-ce qui peut déclencher un retour d'appétit du consommateur avec les montants d'épargne qu'il a pu suraccumuler au cours des dernières années ? Si on le savait. Et je sais, mais les Américains ont cette expression de la vibe session, c'est la récession, mais dans la perception, dans l'idée collective. Vous avez raison. Si on regarde d'un point de vue fondamental... je pense que l'état du marché du travail, le niveau d'inflation, le taux d'intérêt justifierait une baisse du taux d'épargne. Donc il faut aller chercher ailleurs à des facteurs de type confiance dans l'avenir, etc. Épargne de prudence. Mais bon, après, une fois qu'on a dit ça, quand est-ce que ça se finit ? Ça, personne ne sait répondre. Mais je pense que dans les perspectives macro, on n'a pas besoin que le taux d'épargne baisse pour que la consommation soit au rendez-vous. Les taux d'épargne sont déjà très élevés, il faudrait qu'ils s'accroissent encore plus, compte tenu de la progression quand même du pouvoir d'achat qui semble assez probable. Est-ce qu'il n'a pas continué d'augmenter encore ce taux d'épargne en fin d'année 2023 ? Oui, très probablement. On est probablement 3,5 points en France au-dessus de la moyenne historique. Pré-pandémique. Après, il y a ça et là, il y a quand même quelques signes de rebond. Je pense les ventes automobiles, par exemple, un peu partout en Europe, rebondissent. C'est vrai. Et en Allemagne, visiblement, on a eu le chiffre 2023 qui était très mauvais, mais qui cache une consommation qui aurait bien rebondi au 4e trimestre. D'accord. Ça commencerait après de longs trimestres de faiblesse. Ouais. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a élaboré ce scénario, Michel, quelles implications pour la politique monétaire ? Alors, ça va être lié à l'inflation. Nous, notre vue, c'est que la bataille pour la désinflation, donc quand on dit ça, elle s'est beaucoup opérée. Et maintenant, celle liée à l'énergie va être quasiment nulle, la désinflation liée à l'énergie. Donc, on parle d'inflation sous-jacente. Et là, notre idée, c'est que la bataille, elle est plus facile aux États-Unis qu'en zone euro. On voit une première baisse des taux de la Fed
en mai, et pour la BCE, c'est plutôt seconde partie de l'année, donc les meetings de seconde partie de l'année, septembre, octobre ou décembre. Et là, la raison pour cela, c'est la dynamique des coûts salariaux unitaires. On est proche de 2 aux États-Unis. Donc en ligne avec... Donc, on a une renormalisation, une normalisation de ces coûts unitaires du travail aux États-Unis aujourd'hui. Oui. Et puis alors, d'un point de vue fondamental ou même empirique, ça marche assez bien. Coût salarial unitaire et puis c'est la base. Inflation sous-jacente, c'est quasiment comptable. Voilà, quasiment comptable. Alors qu'on est à 6,5 au troisième trimestre. En Europe. Donc ça va ralentir. Les indicateurs ça va ralentir. Mais il faudrait que ça passe de 6,5 à en dessous de 3. En supposant que les marges des entreprises sont stables, voire se dégradent, en dessous de 3, passer de 6,5 à 3, ça ne nous paraît pas évident que ça s'opère... En 3 mois, quoi. Voilà. En 2 mois, oui. Alors, et c'est peut-être pour ça que Lagarde parle de l'été. L'été, effectivement, après le printemps, on va attendre, parce que là, probablement que l'inflation sous-jacente va avoir du mal à descendre beaucoup à cause des coûts salariaux unitaires passés. Et il va falloir qu'on ait les coûts salariaux unitaires à venir du printemps pour savoir ce qui va se passer seconde partie 2024 et 2025. Bon. Et donc c'est pour ça que nous, on dit c'est peu probable pour nous au premier semestre. Qu'ils aient suffisamment d'évidence dure, solide, pour prendre une décision et un consensus sur une baisse de taux. Oui, alors après, il n'y a pas de règle écrite, mais nous, notre idée, c'est qu'ils veulent, les banques centrales veulent avoir un degré de confiance élevé dans leurs prévisions d'inflation, et ce degré de confiance, il est élevé à moins d'1 an, mais au-delà d'1 an, il devient beaucoup plus faible. Donc il faudrait avoir à moins d'1 an des prévisions d'inflation proches de 2, entre 2 et 2,5. Comment vous regardez le différentiel alors US, Europe et Fed, Banque Centrale Européenne Didier, est-ce que Jérôme Powell prend un risque à la Burns ? Il nous a parlé d'Arthur Burns, il m'a fait découvrir Arthur Burns il y a 2 ans maintenant. Est-ce qu'il prend ce risque-là aujourd'hui, Jérôme Powell ? Et à l'inverse, est-ce que la BCE prend un risque de prudence, d'inertie, peut-être un peu trop fort par rapport à une situation économique qui reste quand même fragile et vulnérable ? Oui, je pense que beaucoup de choses, Michel a déjà dit beaucoup de choses sur le plan de la politique monétaire européenne, je vais y revenir. Commençons par la Réserve fédérale. Aux États-Unis, on a vu une économie américaine qui a été particulièrement résiliente jusqu'à la fin de l'année, et encore aujourd'hui, on a les ventes au détail qui ont été particulièrement dynamiques, et qui montrent que l'entame du premier trimestre est plus solide que beaucoup ne l'anticipaient. Donc ça, c'est un premier élément qui va sans doute inciter la Fed à être plutôt prudente. Et c'est tout à fait en ligne avec les speeches récents de membres de la Réserve fédérale qui consistent à dire c'est prématuré d'agir. Et nous, notre sentiment qui n'a pas changé, soit dit en passant, depuis septembre dernier, c'est-à-dire que depuis septembre, on pense que la Réserve fédérale a des marges de manœuvre pour baisser les taux, parce que le taux réel des Fed Funds augmente mécaniquement avec la baisse de l'inflation, et que compte tenu du ralentissement que l'on anticipe pour cette année, qui peut être assez marqué, il nous semble que la Réserve fédérale ne voudra pas laisser le taux réel des Fed Funds augmenter. Donc ça ne veut pas dire un assouplissement monétaire. C'est éviter un durcissement supplémentaire des conditions monétaires si la désinflation se confirme. C'est un recalibrage. C'est un recalibrage qui est normal, parce qu'on est très au-dessus du taux d'équilibre, donc il fait sens. Si on a un ralentissement économique et qu'on a de façon associée une forme de désinflation cyclique liée à ce ralentissement économique, et donc on anticipe qu'on revient à 2% d'ici 12 mois, il est tout à fait rationnel de commencer à baisser les taux d'intérêt, mais sûrement pas à court terme. Sûrement pas à court terme, il y a trop d'incertitudes encore. Alors on a parlé de l'épargne en Europe, un mot sur l'épargne aux États-Unis, il y a de l'épargne excédentaire. Alors l'épargne excédentaire, une fois encore, c'est pas un concept comme le PIB, c'est une construction statistique. Donc il faut qu'on se donne une référence, et là on peut faire différents calculs de volume d'épargne excédentaire, et selon les calculs qu'on fait, on voit qu'elle est soit complètement mangée aux États-Unis, soit il en reste encore un peu sous le pied, et ça peut soutenir la demande des ménages. Et donc j'ai envie de dire, les ventes au détail qu'on a en début d'année semblent montrer que du côté de l'épargne ménage, c'est à confirmer, mais il y a peut-être encore les ménages américains en ont peut-être encore un peu sous le pied, à confirmer. Donc prudence quand même sur la résilience américaine. Ceci étant dit, le gros du soutien de l'épargne aux États-Unis à la consommation, il est derrière nous. Bien sûr. Il est derrière nous. Donc il y a un fort ralentissement économique qui va venir. Et du côté de l'investissement en bien d'équipement est assez faible. Le gros du boom de l'investissement américain, il a eu lieu avant le premier semestre. L'impulsion, elle est faite. Le gros de l'impulsion est fait. Je pense qu'on a déjà un ralentissement de l'investissement. Je pense que les multiplicateurs fiscaux ne seront pas aussi élevés cette année. Donc on n'aura pas les 2 grandes surprises qu'on a eues l'an dernier. Donc pour nous, il y a un fort ralentissement de l'économie américaine
qui doit s'accompagner d'une poursuite de la désinflation. Et si tel est le cas, ça ouvre la possibilité d'une baisse de taux de notre point de vue au mois de mai, mais je ne suis pas très loin de ce que disait Michel, mois de mai ou mois de juin, personne ne sait. Du côté de l'Europe, la situation est très différente, parce que Michel le disait, il y a des niveaux d'épargne qui sont très élevés, les ménages européens ne veulent pas les consommer, on ne sait pas trop ce qui pourrait déclencher la mobilisation de cette épargne. Les ménages européens bénéficient certes de la remontée de leurs revenus réels, mais enfin, il y a quand même des coûts de l'énergie dans certains pays, avec le retrait des mesures de soutien qui vont peser quand même sur le pouvoir d'achat des ménages et ajouter à l'incertitude globale. Donc, il n'est pas dit que soit mobilisé. On est quasiment en récession technique au second semestre 2023. Si on compare les États-Unis à l'Europe, on avait quasiment 3% sur 12 derniers mois, on a quasiment 3% de croissance aux États-Unis. On a 0 en zone euro, donc ça d'écart. Reste, donc il y a un écart de cycle. Et la croissance va rester très atone dans les 2 trimestres qui viennent. Ouais. Donc on est face à quelque chose qui va préoccuper tôt ou tard la Banque Centrale Européenne. Donc de notre point de vue, ça donne... Alors je suis entièrement d'accord avec la dynamique des coûts salariaux unitaires. Il y a plus de raisons de voir de l'inertie sur l'inflation sous-jacente en Europe qu'aux États-Unis, parce que le vrai déterminant de l'inflation sous-jacente, c'est les coûts salariaux unitaires, qui sont assez inquiétants, et je pense que ça va retenir la Banque Centrale Européenne. Ceci étant dit, si on a un ralentissement marqué aux États-Unis, et si on a une désinflation qui se poursuit, même si c'est... plus poussif que l'anticipaient les marchés à la fin de l'année dernière, ça donne quand même une marge de manœuvre pour une première baisse au mois de juin. Mais vous voyez, on est dans l'épaisseur du trait sur le timing. La BCE elle-même ne sait pas quand est-ce qu'elle fera sa première baisse de taux. Sûr. Mais il nous semble que pour l'ensemble de l'année 2024, et là encore, on n'a pas changé notre fusil d'épaule depuis septembre dernier, il y a 125 points de base à peu près de baisse de taux qui sont possibles en zone euro. Donc une fois qu'on aura une confirmation de cette pression désinflationniste, parce qu'il y a une partie non négligeable des pressions inflationnistes en Europe comme aux États-Unis qui sont liées à la demande quand même. Et donc on aura une désinflation cyclique qui va finir par se matérialiser, mais en effet, avec la dynamique des coûts salariaux unitaires, qui, soit dit en passant, est liée aussi à la faible productivité, parce qu'il y a un écart de croissance, il y a un écart de productivité qui est très élevé entre l'Europe et les États-Unis, et donc on a un problème en Europe du côté de l'inertie à la baisse de l'inflation. Donc voilà, pour vraiment précipiter ce que les marchés avaient en tête à la fin de l'année dernière, qui a précipité le rallye obligataire dont on a parlé plus tôt, pour vraiment aller dans cette direction, il faudrait avoir une désinflation beaucoup plus marquée, ou un ralentissement très puissant avec des risques de récession majeure ou des risques qui se... On n'y est pas. Donc voilà, on n'y est pas. Il ne suffit pas d'avoir une croissance atone pour avoir une inflation durablement sous contrôle. Et puis alors, le dernier argument qui, à mon avis, est un argument fort, c'est que les banques centrales ont tardé à reconnaître la pression inflationniste. Il serait quand même assez ironique qu'elles soient extrêmement précoces dans la réaction aux premières tendances désinflationnistes qu'on mentionne, et surtout pour la Banque Centrale Européenne. Là, il y a vraiment un risque de crédibilité en jeu. D'autant plus qu'il y a des risques externes de choc d'offres possibles de cette année avec ce qui se passe. Mentionnés régulièrement par les banquiers centraux européens. Qui sont quelque chose qui doit rester quand même sur les écrans radars et qui doit préoccuper la Banque Centrale Européenne. Pas de raison d'être précoce dans l'assouplissement monétaire à ce stade, même si la croissance est exceptionnellement molle ces jours-ci en zone euro. Ça nous amène à la question des marges. On ouvre la séquence des résultats d'entreprise, la partie microéconomique, Aymeric, avec cette question effectivement des coûts unitaires, des salaires. Est-ce que les entreprises ont encore une capacité, un pouvoir à fixer les prix à la sortie de leur production face à un certain nombre de coûts financiers qui auront pu augmenter, à commencer par les coûts salariaux. D'autres prix ont baissé en amont, bien sûr, mais là, on est sur la dynamique des salaires à plus de 6%, comme le rappelait Michel. Est-ce que ça va se traduire déjà directement dans les marges des entreprises pour les publications qu'on attend ? Est-ce que c'est une question de quelques trimestres devant nous ? Comment vous regardez la situation ? Et qui va être le plus affecté par un phénomène possible de compression, de réduction des marges ? C'est dès maintenant, en fait, que ça se passe, où aujourd'hui, on va regarder dans les publications à la fois, évidemment, les niveaux de chiffre d'affaires qui vont nous donner l'état du pricing power des entreprises, parce que, évidemment, on peut voir un chiffre d'affaires en soi, mais il faut voir la croissance en volume et en prix. Bien sûr. Parce que, très clairement, c'est la décomposition qui va nous permettre de pouvoir voir s'ils arrivent encore à passer des hausses de prix et donc à préserver leur niveau de marge. Parce qu'en effet, les coûts salariaux ainsi que les coûts financiers ont évidemment abîmé potentiellement les entreprises, les bilans des entreprises, notamment pour la deuxième partie de l'année 2023. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder très clairement. Mais on va regarder les niveaux de marge avec un regard un tout petit peu différent suivant les secteurs. Parce qu'il est clair qu'il y a des entreprises qui sont des champions du monde de la fixation des prix et de la capacité qu'ils ont à garder des prix en phase avec les niveaux de marge normative qu'ils recherchent. Je pense notamment à l'ultra-luxe, ce genre de secteur, où on risque d'avoir des baisses potentiellement
de chiffre d'affaires, mais le niveau de marge, ils vont peut-être arrêter de monter déjà. Ça, c'est quelque chose qu'on pense à peu près acquis et qui justifie par exemple les 25% de baisse qu'on a eu sur certains grands acteurs du luxe ces 6 derniers mois. Pic de marge dans le luxe, quoi. On risque d'avoir quand même un pic de marge là-dessus. Et on va retourner sur finalement des taux de croissance plus normatif, c'est-à-dire que historiquement, c'est des groupes, par exemple, qui font à peu près autour de 7% de croissance. On était plus aux alentours de 10 ces 2-3 dernières années. On va peut-être revenir un petit peu en dessous de 7 maintenant. Donc c'est ce que reprice le marché, parce qu'on voit le luxe qui sous-performe quand même depuis quelques mois maintenant. Exactement, c'est ce qui justifie le repricing qu'on a eu aujourd'hui dans le secteur du luxe. Mais là aussi, ça va vraiment être très spécifique, entreprise par entreprise. Et les niveaux de marge, c'est un sujet qui est majeur. Mais il n'y a pas que ça qu'on va regarder, surtout dans les publications qu'on a actuellement dans les entreprises, c'est qu'est-ce qui nous donne comme perspective. Parce que tout va être dans le discours futur. Les niveaux de marge, on a un peu tendance à penser qu'on l'accepte, ça y est, on est conscient que le pic est là et qu'ils vont être attaqués sur ces sujets-là. Par contre, ce qui est primordial, c'est de voir les structures de bilan, qui a du refinancement. On entend beaucoup de refinancement arriver pour 2024 et 2025. Donc là, aujourd'hui, c'est devenu des sujets majeurs pour les entreprises, avec des taux qui restent élevés et qui potentiellement, du coup, comme on le disait, risquent de rester élevés. Donc pour les entreprises, c'est un sujet majeur. Donc la capacité à garder des bilans sains, c'est primordial. On a vu le rush du primaire en début d'année, là. Alors que les taux s'étaient un peu détendus par rapport à il y a quelques mois, on a vu tout de suite la fenêtre d'opportunité que ça représentait pour certains émetteurs corporate et États également. Bon, après, les États ont des programmes d'émissions tout au long de l'année, mais c'est clair qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une fenêtre de tir, les entreprises se disent il faut sécuriser ce sujet-là. Le sujet des fixations de prix, des marges, c'est du day-to-day business. Les sujets de financement, ça engage sur très long terme. Donc aujourd'hui, quand il y a des fenêtres de tir, ils essaient de loquer ces taux-là en se disant, au pire, on les repricera si nécessaire. Parce que c'est toujours la même chose quand on emprunte. On peut aujourd'hui rembourser et repricer plus tard. Donc c'est très clair qu'aujourd'hui, c'est des sujets extrêmement importants. Donc sur les publications qu'on commence à avoir, c'est un niveau de capacité de pricing power. Ça, c'est le primordial pour garder les marges, mais également tous ces sujets de perspective et de financement. C'est vraiment les métriques sur lesquelles on va le plus s'attarder sur les publications. Où est-ce que vous voyez le plus d'asymétrie aujourd'hui entre la valorisation boursière d'une entreprise et son momentum bénéficiaire? Où est-ce qu'il y a le plus d'asymétrie ou d'optionnalité pour vous là, dans le marché aujourd'hui? Alors, on va aller, là pour le coup, on va faire déjà du géographique. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à plutôt aller là où la consommation tient bien, tient fort. Donc c'est-à-dire plus aux États-Unis. Ça, c'est le premier sujet. Ils sont en avance sur le cycle. Très très nettement par rapport à l'Europe, qui est un peu la zone au milieu des conflits, entre les conflits à l'Est, Moyen-Orient, qui impactent les matières premières potentiellement. On a aujourd'hui beaucoup plus de sérénité à investir pour le moment aux États-Unis. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est les secteurs d'activité. On va quand même encore privilégier les grandes entreprises et plutôt les valeurs de croissance parce que, on le voit, leur capacité à aller chercher du nouveau business est quand même important. Ils ont des bilans sains et surtout, ça leur donne une capacité à aller faire du M&A. Parce qu'on n'a pas l'impression, mais il y en a eu beaucoup Q4 et même depuis 15 jours, on continue à avoir des opérations importantes sur les valeurs de croissance. Donc ça, c'est un signe assez bon, de bonne tenue de ce secteur-là. Donc c'est pour ça qu'on continue à privilégier pour le moment ce secteur-là. Et on attend évidemment, on a été rassuré par les premières publications du secteur financier aux États-Unis, typiquement. JP Morgan, toujours très bon dans la publication. C'est pour ça que finalement, on sent que la situation est saine aux États-Unis. On a été plutôt rassuré pour le moment à ce qu'on a vu du côté américain. Européen, on commence tout juste, donc on a les premières indications. Mais c'est clairement ces sujets-là qui vont être très regardés dans les. Mais je comprends. Enfin, vous me dites tech américaine croissance. On compte encore sur les 7 magnifiques, quoi. Enfin, je veux dire, on sort pas de cette histoire-là. Plus les mêmes. On commence à être plus sélectif. Ça, ça aussi, c'est une nouveauté. On va sortir dans les 7 magnifiques quelques acteurs pour éventuellement en trouver d'autres. Donc clairement, on va faire bouger un tout petit peu les portefeuilles. Pareil, dans les secteurs d'activité, il y a des secteurs, par exemple, qui vont être beaucoup plus intéressants
intéressants cette année. Je pense par exemple au secteur de la santé, de la medtech, qui aujourd'hui a fini quasiment cette période horrible de déstockage. Où il y avait surstocké, surdéstocké après. Aujourd'hui, on arrive à la fin. Donc il y a tout un environnement de valeurs dans le secteur de la santé qui deviennent extrêmement intéressants. C'est pareil, dans les secteurs de croissance et dans la tech, il y a les 7 grandes superbes, mais à côté, si on prend le secteur du software ou même la cybersécurité, on est tout juste sur des niveaux de valo historiques, donc ça donne un potentiel de revalorisation assez net, assez fort. Juste là, vous parlez de cybersécurité et de JP Morgan, c'est le chiffre qui m'a subjugué aujourd'hui. Donc c'est la patronne de JP Morgan Wealth Management qui est à Davos. On lui parle de cybersécurité. Le nombre de tentatives d'intrusion informatique au quotidien pour une banque mondiale comme JP Morgan, c'est 45 milliards. 45 milliards de tentatives d'intrusion informatique chaque jour autour des systèmes de JP Morgan. Non, mais je trouve qu'en termes d'incarnation du risque cyber, c'est quand même, c'est démentiel, je trouve. Et c'est 15 milliards de budget IT, un budget en progression chaque année. C'est 15 milliards de budget IT chez JP Morgan l'an dernier, 62 000, je crois, staff, équipes, membres dédiés à l'IT dans un groupe comme celui-là. Et Diamond a toujours l'habitude de dire que c'est lui le premier recruteur d'IT au monde. C'est pas Apple, c'est pas Google, c'est pas Meta. C'est une banque comme la sienne, quoi. Mais tout à fait. Le secteur de la cybersécurité, c'est un secteur qui a un boulevard. Le secteur du software, c'est la composante qui aujourd'hui offre quelque part le plus de visibilité sur son chiffre d'affaires. Et pénurie de main-d'œuvre extrême. Là, on me dit à chaque fois qu'il y a 3 millions de postes ouverts dans le métier de la cybersécurité qui ne sont pas pourvus. C'est typiquement un secteur qu'on aime fortement très bien dans. J'ai encore des pénuries. Vers Michel, dans certains secteurs, c'est ce que je dis. Je veux bien qu'on dise un mot de la Chine quand même. Alors Didier et ou Michel, je sais pas, parce que c'est vrai que parlant de l'Europe, il faut quand même aussi qu'on regarde un petit peu côté chinois. Bon, rien n'y fait. Les chiffres publiés ce matin, que ce soit la croissance, que ce soit les chiffres de décembre, je ne parle même pas des chiffres de démographie, il y a une défiance maximale qui ne trouve pas de plancher pour l'instant. Non, parce que la Chine est en pleine transition. Plus rapide que beaucoup ne le pensent, donc une transition vers un régime de croissance beaucoup plus faible dans les années qui viennent. De notre point de vue, on se rapproche dans les 2 années qui viennent inéluctablement d'un niveau de 3% de croissance. Qui correspondrait. Et c'est plus faible que ce qu'on imaginait antérieurement, parce qu'on avait tous en tête quand même que les chiffres de la croissance double digit, c'était fini quand même. Oui, non, mais ça fait plusieurs années qu'on disait la croissance potentielle chinoise va ralentir, on va avoir une tendance structurelle au ralentissement du fait de la démographie, mais pas seulement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la crise immobilière est sévère. Et ça, là, elle a été sous-estimée, particulièrement en début d'année dernière. Elle est toujours là. Elle va continuer d'avoir un impact, puisqu'il y a un excès d'offres, il y a un excès d'endettement. C'est une crise de désendettement qu'on voit, qui est déflationniste par nature. Donc c'est exactement ce qu'on voit en Chine. Et les autorités ne veulent pas, savent très bien que la crise immobilière, il faut la purger. Et ça ne sert à rien de laisser... De lutter contre. Par contre, il faut éviter les effets d'entraînement sur le reste de l'économie, sur la consommation, sur l'investissement, etc. Et donc, il y a des... par petits pas, il y a des plans de stabilisation. Un premier qui a eu lieu au 4e trimestre, il y en aura probablement un deuxième. Ça peut être accompagné par de l'expansion monétaire si nécessaire. Les Chinois ont les moyens d'éviter un hard landing de leur économie, mais il faut avoir en tête que la crise immobilière qui n'est pas terminée masque un ralentissement plus structurel de l'économie chinoise qui ne va pas continuer de croître au rythme de 5% l'an. Donc ça nous paraît évident. Donc on est en deçà du consensus sur nos anticipations à 2 ans de la croissance chinoise. Donc le plus dur, c'est de différencier ce qui est lié à la crise immobilière conjoncturelle et structurelle, ce qui est plus structurel et qui nous semble être le sens de la... Michel. Oui, je pense que je ferai aussi quelques parallèles avec ce que j'ai dit précédemment sur la zone euro. Donc croissance molle, pour faire écho à ce que Didier, il y a une baisse de la croissance potentielle, sachant que la population, comme vous l'avez rappelé, en âge de travailler baisse, donc s'il y a 3% de croissance potentielle, ça fait 3% de gain de productivité, c'est correct. C'est très correct. Choc de productivité. Voilà, c'est finalement 3%, ça peut être des bonnes années après, dans quelques temps, on n'a pas encore ça en tête, mais donc les curseurs changent. Et puis, une croissance à 3% en Chine, ça peut être une croissance de... 3 ou 3,5. Oui, non, mais nous, on est plutôt à 3,5. Pas le niveau, mais ça peut être une qualité suffisante de croissance pour un pays comme la Chine. La croissance est 3,5. Avec une démographie c'est ce qui permet la prospérité commune, même si maintenant, encore une fois, à court terme, l'objectif c'est plutôt 5%. Donc l'objectif de 5%, il va être dur à atteindre.
Après, un autre parallèle avec la zone euro, je parlais beaucoup d'hétérogénéité. Didier a parlé du secteur immobilier, effectivement, puis avec une volonté de restructurer la dette, une dette immobilière d'ailleurs qui n'est pas détenue par des banques privées, donc il n'y a pas à craindre de moment Lehman, c'est le secteur public, c'est les collectivités locales, ça va être réordonné, restructuré dans le temps qu'il faudra, mais ça a un impact sur l'investissement en construction, infrastructure, donc ça c'est des secteurs qui sont plutôt en baisse, même si probablement l'essentiel de la baisse est derrière nous, hein, vu les niveaux. L'ajustement, une partie en tout cas est faite, quoi. Ou même le gros, même le très gros est fait, donc ça peut pas beaucoup baisser par rapport. Mais on voit qu'il y a d'autres secteurs qui sont en croissance. Les chiffres de ce matin ont révélé, par exemple, un investissement en investissement CAPEX, quoi. Oui, bien sûr. Robotisation. On peut parler de tout ce qui est technologie verte. Donc, c'est pareil, à savoir en tête qu'il peut y avoir... croissance molle, c'est le nouveau normal. Non, mais derrière ça... Des moteurs à la baisse et des moteurs à la hausse. C'est intéressant parce qu'effectivement, ils ont, comme vous dites, le secteur immobilier, poids lourd, plus gros marché immobilier du monde, complètement enlisé, et en même temps, ils sont booming sur des thématiques majeures, le véhicule électrique, la transition, etc. Et on voit quand même que d'ailleurs... La transition climatique... Et ils sont même... Ils n'arrivent plus à saturer leur marché domestique, qu'ils en sont contraints d'exporter leurs véhicules électriques vis-à-vis du reste du monde. Et donc, comme c'est pas aux États-Unis, c'est en Europe que ça va se passer. Parce que je comprends qu'il n'y a pas de saturation des capacités de production et qu'il n'y a pas la demande domestique pour absorber tous les véhicules électriques qui vont être produits comme ils auraient aimé le voir peut-être plus sur le plan national, quoi. Oui. Donc ça les oblige à revenir sur ce modèle d'exportation. Oui, mais en montant dans la chaîne de valeur. Mais en montant dans la chaîne de valeur. Et puis en étant sur des technologies qui, normalement, devraient beaucoup se développer dans les décennies à venir. Donc, encore une fois, c'est pas des lectures macro simples qu'il faut avoir. On peut pas dire, ah là là, c'est la catastrophe. Non, en fait, c'est des analyses par secteur qu'il faut avoir. Qu'est-ce que, sur la Chine, après, heureusement, tout le monde n'est pas obligé d'être investi en actions chinoises. De moins en moins le sont, peut-être, d'ailleurs, aujourd'hui, Aymeric, mais c'est toujours un marché qu'on regarde forcément. Et je disais, il n'y a pas de bottom pour l'instant. Hong Kong perd encore 3-4% ce matin. Non, pour le moment, on ne veut pas encore voir... C'est divisé par deux, plus de 2. MSCI China a perdu plus de 60% depuis le pic de début 2021 pour le marché chinois. Ça commence à être un peu long pour la descente aux enfers. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que le point de vue démographique est extrêmement puissant, mais il rappelle aussi que la Chine n'a pas la même horizon de temps que les pays plus développés. Eux, ils ont le temps avec eux, ils ont l'argent, puisqu'ils ont les fonds nécessaires s'ils ont besoin de relancer leur économie. Ça, c'est aussi des points de vue qui sont extrêmement importants. Et puis, on le voyait, le Premier ministre chinois à Davos a quand même annoncé que du fait de devoir exporter, il encourageait la réouverture du commerce avec la Chine. Donc, c'était quand même un point assez important. Ça puisse marcher un peu dans les deux sens. S'ils ont besoin des marchés extérieurs, il faut bien que... Là où on a vu beaucoup de refermetures des marchés, de toutes les grandes économies développées se sont quand même refermées sur elles-mêmes. Les entreprises cherchent à réinternaliser leur chaîne de production. Donc, et là, on a quand même le Premier ministre chinois qui dit ça commence à devenir un peu compliqué aussi chez nous. Donc, on serait prêt un petit peu à se réouvrir. Un des chiffres clés, c'est qu'en 23, on a une baisse historique, j'ai jamais vu, je crois, des investissements directs étrangers en Chine. Exactement. Mais pas dans les émergents. Mais pas dans les émergents, juste en Chine. C'est pas le complexe émergent qui est stigmatisé de manière générale. Mais il y aura un point qu'il va falloir de toute façon adresser cette année, c'est la réélection potentielle de Donald Trump, parce que ça aussi, ça va être un très gros sujet, notamment pour le commerce mondial et pour éventuellement le commerce avec la Chine, entre les relations entre ces grandes puissances économiques. Ça va être tout un sujet, parce que ça va être plein d'annonces. Quand on parlait tout à l'heure on n'aura pas de surprises positives, on peut avoir des promesses de campagne énormes qui peuvent être faites. C'est pour ça que souvent on dit que les marchés actions montent pendant les périodes d'élections américaines, les années d'élections américaines, parce que justement on a de potentiels effets d'annonce pendant cette période-là. Donc Trump, on le sait, pour le moment est ce candidat. Oui, il y a un gros potentiel d'effet d'annonce. Et lui, évidemment, c'est celui qui a le plus de potentiel d'effet d'annonce, et donc ça donnera inéluctablement potentiellement de la volatilité dans les marchés. Bon.
pendant 10 mois, on va vivre au rythme du scénario What if Trump, Didier? Oui, ça c'est assez probable. On surestime peut-être ses chances de gagner. Puisque on surestime peut-être ses chances de gagner. Je pense qu'on sous-estime, dit autrement, oui. le fait que Biden puisse l'emporter. Donc ça, c'est un premier élément, ça c'est notre conviction. Mais ça, donc on va rester dans l'incertitude comme d'habitude jusqu'au dernier moment. Donc c'est vrai, ça va agiter tous les esprits et des investisseurs pendant de nombreux mois. Je pense que ça a déjà un impact, je pense, en termes de politique économique sur ce que fait l'Europe. De mon point de vue, alors c'est un pas ricochet, mais de mon point de vue, l'accord très rapide qui a été obtenu sur les règles budgétaires, on ne peut pas exclure qu'il soit lié à une prise de conscience qu'il est temps vraiment d'agir et quitte à couper la poire en deux et avoir un résultat qui n'était pas à la hauteur des anticipations il y a un an sur les règles budgétaires. Mais ça va au-delà de ça. Quand on voit le Premier ministre belge ce matin dire c'est le risque Trump, c'est maintenant qu'il faut agir, je crois que c'est une prise de conscience qui doit se faire maintenant des Européens qui ne peuvent pas ignorer le risque, la probabilité que Trump soit réélu. Ils ne peuvent pas ignorer le fait qu'on puisse avoir des tensions commerciales majeures entre les États-Unis, la Chine, entre l'Europe, entre l'Europe et les États-Unis. Et par conséquent, il est vraiment grand temps de se préparer à des lendemains qui déchantent potentiellement à l'échelle internationale. Et c'est maintenant que ça se joue. Et ça aurait dû jouer plus tôt. Et c'est vrai du côté de la défense, c'est vrai du côté de l'autonomie stratégique, c'est vrai aussi, plus largement, du côté d'union des marchés des capitaux, parce que sans union des marchés des capitaux, il n'y aura pas de financement de la transition énergétique. Voilà. Donc il y a plein de gros dossiers qui sont sur la table. Et je pense que plutôt que de réfléchir à qu'est-ce que va faire Trump, parce que nul ne le sait, et nul ne sait s'il va être élu, c'est en termes d'action publique, c'est maintenant que ça se joue. Et on se hedge maintenant. On se hedge maintenant contre le risque Trump. Et il faut accélérer la consolidation des institutions en Europe et la capacité pour avoir des outils de réaction au cas où. Voilà, c'est ça le sujet. Et en quoi, là, quel lien vous faites avec le cadre budgétaire mal ficelé, mais rapidement trouvé, c'est ça ? Le cadre budgétaire mal ficelé, il hypothèque d'une certaine façon le financement de la transition énergétique, parce que là, il y a une grande question après 2027. Mais l'avantage, c'est qu'on l'a fait vite et qu'on l'a fait avant Trump. On l'a fait vite, et puis le sujet est derrière. Parce que ça va, voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir se concentrer, je l'espère, en Europe, sur des grands dossiers fondamentaux pour les prochaines années, qui sont l'union des marchés des capitaux, qui sont aussi que faire en termes de défense et d'autonomie stratégique en Europe pour se préparer au cas où. Et ça, c'est important, quoi qu'il arrive, parce que des risques géopolitiques sont devant nous. Et ça, c'est un sujet qu'on voit tous les jours dans l'actualité. Oui. Voilà. Oui. Comment se hedge contre le risque Trump Michel. Non, mais c'est intéressant, je trouve. Je crois qu'on est un peu moins optimiste que Didier sur les changements institutionnels en Europe, et en particulier les changements de règles budgétaires. À mon avis, elles ne vont pas changer grand-chose par rapport à la trajectoire de consolidation budgétaire. Non, mais comme dit Didier, l'objectif était d'avoir un accord, quel qu'il soit, pour pouvoir passer à autre chose et se concentrer peut-être sur d'autres... L'accord, il ne change rien, quoi. Oui. Il ne change rien dans la consolidation budgétaire. Ouais. Donc, politiquement, ça fait plaisir à quelques pays, mais bon, en pratique, ça n'a pas changé la trajectoire de consolidation budgétaire. D'accord. Entre avant et après. Donc, et indépendamment de ce qui va se passer aux États-Unis. Donc après, oui, pour l'instant, il est un peu tôt de discuter du programme de Trump. On n'a pas beaucoup de détails. Hein, mais c'est vrai que quand on regarde quelques lignes, il y a des lignes qui suggèrent qu'il pourrait y avoir pas mal de turbulences pour l'économie mondiale et pour l'économie européenne. Je pense qu'en ce qui concerne le commerce mondial, en ce qui concerne aussi les accords sur le changement climatique, visiblement, ça impliquerait un renoncement aux accords passés. Oui, ça bousculerait quand même le chien dans un jeu de quilles, comme on dit. Voilà, ouais. Bon. Oui, c'est vrai qu'on en parle peut-être trop tôt, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on parle déjà beaucoup de ça. Non, mais il est nécessaire d'en parler. Oui. Surtout nécessaire d'agir pour les Européens. C'est ça le sujet. Bon. Eh bien, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Didier Borowski, Amundi Institute, Michel Martinez, Société Générale CIB, Aymeric Didet, Pergam était avec nous en plateau.